100 000 jeunes de la métropole rennaise bientôt appelés à se faire vacciner en urgence contre la méningite. On a appris ce vendredi que 3 nouveaux cas de méningite à méningocoque ont été découverts à Rennes. L'Agence régionale de santé s'apprête à déclencher un plan de vaccination hors norme auprès des 15-24 ans. La situation est particulièrement inquiétante alors que les infections à méningocoque ont un taux de mortalité élevé, 10%, et un fort potentiel épidémique. On fait le point en début de ce JT. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne. Et puis début février, 3 cas de méningite à méningocoque avaient déjà été détectés au sein d'une même famille. Une jeune femme de 18 ans a été décédée. Et voilà que 3 nouveaux cas sont à nouveau repérés en Ille-et-Vilaine. Quentin, tu as travaillé sur le sujet pour le Télégramme. Est-ce qu'on en sait plus? Est-ce qu'on sait si ces cas sont liés? Oui, les analyses ont permis de confirmer que ces 6 personnes avaient été contaminées par une seule et même souche de méningocoque de type B. Alors le problème, c'est que l'enquête de l'ARS n'a pas démontré que ces personnes auraient fréquenté les mêmes endroits, ce qui veut dire que la souche s'est déjà diffusée au sein de la population. Et c'est pour ça que cette campagne de vaccination hors norme va être lancée en urgence. Le but, c'est d'éviter une épidémie. Et est-ce qu'on a plus de détails justement sur cette campagne de vaccination ? Alors, on ne sait pas encore grand-chose puisque l'ARS a prévu de communiquer en début de semaine prochaine. Ce qu'on peut dire pour le moment, c'est qu'environ 100 000 jeunes âgés de 15 à 24 ans sont concernés. Ils devront recevoir 2 doses de vaccin à 1 mois d'intervalle. En ce qui concerne le dispositif, il n'est pas encore totalement arrêté selon les informations qu'on a pu récolter. Mais des centres dédiés pourraient par exemple être installés à plusieurs endroits de l'agglomération rennaise. Et bien sûr, il faudra aussi compter sur le support des médecins de ville. Merci beaucoup Quentin, on continuera à suivre ça la semaine prochaine. Direction Vannes maintenant, où la première semaine du procès de Joël Le Squarnec arrive à son terme. Un procès historique devant l'ampleur des faits jugés, mais aussi par rapport aux dispositifs mis en place. Rendez-vous compte, il faut donner la possibilité aux 299 victimes, à leurs familles, aux médias, mais aussi à des observateurs comme des étudiants de suivre l'audience. Eva, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a été mis en place pour ça ? Alors juste derrière moi se trouve la salle de retransmission où les journalistes et le public peuvent suivre l'audience. Alors comme vous pouvez le voir derrière moi, une petite file s'est formée. Ils attendent de pouvoir rentrer dans la salle qui est située à 5 minutes à pied de la cour criminelle où se déroule le procès. Ça fait beaucoup de bruit et je suis venu par curiosité aussi pour savoir comment ça se passe, une salle de retransmission, parce que je suis jamais allé, quoi. Je suis là pour intrigue et parce que l'histoire me surprend. Enfin, c'est quand même choquant. De par sa qualification d'hors norme et sa couverture médiatique exceptionnelle, le procès attire un large public, habitants de Vannes ou étudiants. Les profils sont variés. Comme je suis étudiante en droit, c'est aussi très important pour moi de connaître les enjeux juridiques. Mais surtout, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler et qui fait quand même beaucoup de bruit. Donc je trouve ça très intéressant de s'y intéresser de plus près. Et on ne peut pas être plus près qu'actuellement en assistant à ce procès. Alors à l'intérieur de la pièce, il y a seulement 87 places de disponibles, donc c'est première arrivée, premier servi. Depuis le début de la semaine, la salle n'a pas désempli. Si pour certains, suivre un procès de cette ampleur est gage de nouveauté, le public pointe l'importance de suivre ce procès d'une telle ampleur. C'est important pour toutes les victimes présentes et peut-être aussi celles toutes les autres, hein, puisque c'est voilà, c'est pas là, c'est une affaire, mais je pense qu'il est bon de lever le voile sur toutes les affaires de maltraitance et de violence. Effectivement, que justice soit véritablement rendue et que toutes les victimes puissent être apaisées après ce procès. Lors de ces 4 mois de procès, le public aura encore l'occasion de suivre les audiences, puisqu'à la demande de certaines parties civiles, seulement quelques séances seront à huis clos. Les auditions vont donc se poursuivre comme cela pendant encore 4 mois. Eva, est-ce qu'on sait quels éléments seront étudiés par la Cour la semaine prochaine? Alors oui, la semaine prochaine, la Cour va s'intéresser aux faits qui se sont déroulés dans les cliniques de Loches et de Vannes. Donc on va pouvoir entendre les premiers témoignages des victimes. Et puis autre moment important de la semaine, c'est l'interrogatoire de Joël Le Squarnec qui va être interrogé sur les faits mais aussi sur l'écriture des carnets.
Merci Eva, on continuera de suivre le procès avec toi la semaine prochaine. Et puis dans le reste de l'actualité, perdre son logement du jour au lendemain, c'est ce qu'a vécu Peter, obligé d'évacuer son domicile suite à un arrêté municipal. Depuis 3 semaines, faute de solution, Peter dort dans sa voiture. Maël Delmure est allé le rencontrer. Donc le soir en général, je mets juste ma petite couverture polaire. Et puis au petit matin, quand la fraîcheur arrive, j'ai ma surcouette en plus pour pouvoir me tenir bien au chaud, quoi. Une voiture comme seul refuge, Peter a dû évacuer son logement le 26 décembre dernier à cause de cet arrêté municipal. Une décision prise par le maire pour des questions de sécurité importantes. L'expert a clairement dit que le bâtiment, du fait d'un affaissement du sous-sol, devenait très dangereux et commençait à se lézarder. Et le risque final était un effondrement possible. Un constat partagé par Peter. Les fissures sont apparues après l'arrêté municipal, donc on peut bien voir les fissures qui traversent. Ouais. Mais Peter accuse son propriétaire, obligé par contrat, de ne pas lui trouver de solution de logement de remplacement. Donc je me suis débrouillé auprès des amis pendant 3 semaines, un mois en fait. Le temps de trouver une solution, que le propriétaire prenne ses devoirs, ses responsabilités et nous trouve un hébergement. Chose qui n'a pas été faite. Donc le problème c'est qu'une démarche comme ça, entre les assurances, ça peut durer 1, 2, 3 ans. Contacté, le propriétaire a refusé de répondre à notre demande d'interview, mais assure faire de son mieux pour aider ses locataires. Puis direction les Côtes-d'Armor maintenant, tandis qu'à Paris, le salon de l'agriculture bat son plein. Les agriculteurs bio du département veulent profiter de l'occasion pour se faire entendre. Ils ont organisé un point presse pour dénoncer ce qu'ils estiment être des mensonges des politiques et annoncer quelques signaux positifs du marché bio. On les écoute. Aujourd'hui, on est 1000 fermes, plus de 1000 fermes bio dans les Côtes-d'Armor, sur 8000 fermes au total. La croissance a été ralentie depuis 2-3 ans. Aujourd'hui, si on prend les magasins spécialisés, elles sont entre plus 8 et plus 9% en croissance, donc c'est bien. Là où il faut qu'on aille convaincre davantage de distributeurs, c'est dans la grande distribution, où il y a encore une chute de moins 4% de la consommation. Il faut qu'on aille les convaincre du bienfait de cette agriculture, et si on arrive à mieux référencer les produits, à les rendre plus accessibles, plus visibles, et on arrivera là aussi à retrouver de la croissance. Oui, il y a de la désinformation aujourd'hui. On a entendu des politiques raconter des mensonges en quelques secondes sur des heures de grande écoute médiatique. La non-dangerosité de certains pesticides qui aujourd'hui sont interdits, on veut les faire réautoriser. Nous, on ne veut pas laisser passer ça. Souvent, ce qu'on entend, les top 3 des mensonges ou des objections qu'on a sur le bio, c'est par exemple le bio c'est cher. Alors attention, il faut bien prendre tous les coups. Quand on n'a pas à dépolluer l'eau, aujourd'hui la moitié de l'eau qui arrive au robinet en France, elle est polluée. Quand on nous dit que le bio, ça ne peut pas nourrir le monde, c'est faux. Il y a une très bonne vidéo qui a été faite par la Cour des comptes en 2022 qui détaille point par point comment la bio peut nourrir le monde. Moi aujourd'hui je suis producteur laitier, je produis autant de lait que quand on était en conventionnel. Le troisième argument, si on peut appeler ça un argument le plus répandu, c'est que ça ne marche pas. Alors si ça marche, et la preuve en fait nous au GAB on partage plein de formations à des agriculteurs bio, mais pas que. Je sais pas, en tout cas on ne va pas se laisser faire et on va essayer avec tous nos petits moyens qu'on a, en fait, de refaire exister nos messages et nos solutions. Et puis ce vendredi marque le début des grandes marées. Ce sera le deuxième épisode le plus fort de l'année 2025 avec un coefficient maximum de 111 ce dimanche. Et puis bonne nouvelle, le soleil sera de la partie. Bref, tous les éléments seront réunis pour une belle sortie de pêche à pied. Mais il y a quelques règles quand même à respecter pour votre sécurité. D'abord, il faut bien vérifier les horaires des marées, ça vous évitera de mauvaises surprises. Et règle numéro 2, prenez de quoi alerter les secours en cas de problème. Un téléphone chargé et de quoi le protéger des chocs et de l'eau. Et même pensez à prévenir quelqu'un avant de partir pour qu'il sache où vous êtes. Et enfin, n'hésitez pas à lever la tête et à regarder autour de vous, comme nous l'a expliqué cet été Stéphanie Cabioche, la présidente de la SNSM de Roscoff. Donc très important, regarder où se situe la mer, où on se situe, s'assurer qu'on sait exactement où on est. Si on a besoin de prévenir les secours, ils pourront intervenir d'autant plus vite s'ils peuvent nous localiser rapidement. Autre phénomène, ne pas rester dans l'eau de mer jusqu'aux genoux ou à la taille, parce que lorsque la mer remonte, il se peut que derrière nous, il y ait une cuvette d'eau et qu'on n'ait plus pied. Et le problème, c'est que ces couloirs qui se créent sont aussi des couloirs de courant.
Avec ce beau temps qui revient, je suis sûr que comme moi, vous commencez à penser à l'été. Et qui dit été, dit festival. Et ça tombe bien, ils annoncent chacun leur tour leur programmation. Après les Vieilles Charrues, 3 autres festivals ont dévoilé de nouveaux noms ces dernières 24 heures. À Saint-Brieuc, on pourra notamment voir les concerts de Solane, la révélation féminine des victoires de la musique, mais aussi Alyosha Schneider ou Mid sur la scène d'Art Rock début juin. Dans le Morbihan au Pont du Roc, le Pont du Roc a annoncé 5 nouveaux artistes comme l'Impératrice ou Caballero et Jean Jass pour début août. Et enfin, la Route du Rock à Saint-Malo frappe fort avec un concert de Pulp, un des groupes emblématiques de la Britpop. Et puis on termine cette séquence culture avec de la danse et le festival Danse Fabrique qui court jusqu'au 2 mars à Brest. Au programme des spectacles de danse contemporaine, mais aussi des entraînements avec les artistes. Un reportage d'Enora Lenôtre. Ce matin, c'est l'artiste Clinton Stinger qui mène la danse. En parallèle des représentations de son spectacle Exit Above, il anime un atelier de danse contemporaine. Une centaine de personnes sont venues y assister. Qu'importe le niveau, en fait, y a des professionnels qui sont là pour juste créer des petits trucs, pas des chorégraphies immenses, mais ça permet de vraiment se lâcher. Il nous a fait expérimenter plein de trucs et ouais, ça nous a fait bouger, ça nous a fait transpirer, ça nous a fait rire. Cet atelier fait partie du programme de Danse Fabrique, le festival de danse contemporaine qui a pris ses quartiers au Quartz cette semaine. Tous les matins, un artiste programmé par le festival apprend une chorégraphie au public, l'occasion de découvrir autrement les 18 spectacles du programme. Et cette année, le festival met en lumière les artistes en situation de handicap. Ça change le regard au fur et à mesure, alors à notre petite échelle, mais quand même, c'est d'avoir de plus en plus l'habitude de voir de quelle manière les gens ont cette capacité de création, quel que soit leur handicap, d'imaginaire. Ça nous change quand même un tout petit peu notre regard sur eux au quotidien même. Le festival Danse Fabrique a lieu du 22 février au 2 mars à Brest. De nombreux spectacles sont encore à découvrir ce week-end. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue pendant le week-end sur le telegram.fr et moi je vous dis à lundi.